Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker et partager la vidéo. Débutons maintenant ce 4e épisode de l'actu du front. Commençons en France où l'armée de l'air et de l'espace a battu son propre record de projection puisque 3 Rafale B ont rallié la Nouvelle-Calédonie depuis la métropole en seulement 72 heures. Afin de réaliser ce trajet, ils ont été accompagnés par 2 avions ravitailleurs A330 et 2 avions de transport A400M. Lors de ce périple, les 3 Rafales ont dû effectuer 2 escales, dont une en Inde et une autre à Darwin, en Australie. À noter que la dernière a pris plus de temps que prévu en raison de contraintes logistiques qui n'ont pas été précisées. Jamais des avions de combat de l'AAE n'avaient effectué une projection aussi lointaine, la plus longue projection étant jusqu'alors réalisée l'année dernière entre la métropole et la Polynésie française. Après ce trajet de 18 000 km, les 3 Rafales ne resteront que quelques jours en Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils prendront part à l'édition 2022 de l'important exercice aérien australien Pitch Black. Cette participation de l'armée de l'air marquera la relance de la coopération militaire entre la France et l'Australie, laquelle avait été sérieusement compromise par l'affaire des sous-marins et le pacte AUKUS l'an passé. Partons en Biélorussie où des explosions ont eu lieu sur une base abritant des forces russes. Située dans l'ouest de la Crimée, à plus de 200 km du front, la base de Saki a été secouée par une explosion massive dont les images ont été largement diffusées via les réseaux sociaux. Peu après, les autorités russes ont expliqué que des violations de règles de sécurité incendie avaient entraîné la destruction de plusieurs munitions d'aviation sans causer de dommages aux infrastructures et aux avions de la base en question. Il n'y aurait aucun signe ou preuve que cela ait été fait intentionnellement, ont-elles ajouté. Seulement, les images satellites disent tout le contraire. D'après des photographies fournies par les sociétés Planet Labs, on constate au moins 3 cratères dans la zone de parking de cette base, des bâtiments et hangars démolis, ainsi que plusieurs appareils endommagés voire détruits. Kiev n'a pas revendiqué officiellement d'attaque contre la base russe de Kati, mais le ministère ukrainien de la Défense a rappelé de manière fort ironique les règles de sécurité incendie et l'interdiction de fumer dans les zones dangereuses. Officieusement en revanche, un officier ukrainien a affirmé au New York Times que l'Ukraine était bien à l'origine des destructions constatées sur cet aérodrome, sans pour autant préciser le mode opératoire suivi. Cependant, le responsable cité par le quotidien a indiqué qu'un engin de fabrication ukrainienne avait été utilisé, ce qui ne laisse comme possibilité que le missile balistique Hrim-2. D'une portée de 280 km, il est développé depuis 2013 par un groupe de plusieurs entreprises spécialisées ukrainiennes. Quel que soit le type de missile utilisé, les défenses aériennes russes ont été une nouvelle fois prises en défaut, sachant que la base de Kati n'a pas été la seule à avoir été secouée par des explosions. Celle de Zabrovka, en Biélorussie, a en effet connu un sort identique dans la nuit du 10 au 11 août. Selon Minsk, leur origine serait un moteur qui aurait pris feu après avoir été remplacé sur un véhicule. Continuons cette vidéo en Suisse, où les opposants au F-35 ont enfin collecté assez de signatures pour espérer un vote populaire sur le sujet. L'histoire du renouvellement de la flotte suisse était en train de se répéter. Tout a commencé le 30 novembre 2011, quand Willy Maurer fait savoir que le Conseil fédéral suisse a choisi le Gripen Suez. Stupeur dans la presse et la population. L'avion est le plus mal noté par les forces aériennes et celui qui pourrait laisser aux entreprises le moins de retombées en transfert de technologie ainsi qu'une participation très réduite des PME suisses. Son seul avantage étant son prix. C'est donc tout naturellement qu'en 2014, le peuple suisse a refusé à près de 53% le financement des 22 Gripen. Suite à cet échec, le ministre de la Défense suisse déclara en 2015 qu'une nouvelle évaluation pour l'achat d'avions de combat aura lieu en 2017. Mais ce n'est qu'en mars 2018 que le département fédéral publie les exigences auxquelles devront satisfaire le nouvel avion de combat et le futur système de défense solaire. Pour ce marché, les avions en lice sont le Gripen, l'Eurofighter, le Rafale F4, le FA-18 Super Hornet et le F-35. Tout se passe à peu près correctement, mais de plus en plus de voix commencent à s'élever, questionnant l'utilité même d'une aviation de combat pour un pays comme la Suisse. À l'initiative du groupe pour une Suisse sans armée, une votation est donc organisée en septembre 2020. Avec un résultat de 50,1%, les Suisses approuvent l'achat de nouveaux avions et le processus d'acquisition peut donc reprendre son cours. Après des essais réalisés par l'armée suisse, c'est donc en juin 2021 que le résultat tombe. La Suisse choisit le F-35 américain. Stupeur dans la presse et la population. Alors que le Rafale était donné favori pour ses capacités multirôles, sa fiabilité, son coût d'achat et son coût de maintien en conditions opérationnelles modérées, c'est évidemment l'avion le plus cher, le moins fiable et le plus éloigné de la mission principale du cahier des charges qui est choisi. Malgré les explications alambiquées de la ministre de la Défense suisse, le comité Alliance contre le F-35 lança une campagne pour obtenir les 100 000 signatures afin d'organiser un vote sur la commande de F-35
et c'est en août 2022 que le nombre requis a enfin été réuni. En théorie, cela ouvre maintenant la voie à une votation, mais en théorie seulement, car un nouveau problème vient s'ajouter. En effet, si votation il y a, celle-ci sera précédée de nombreux débats et le chasseur de Lockheed Martin sera une nouvelle fois passé au crible. Ceci pourrait prendre beaucoup de temps, sauf que l'ordre fait par la partie américaine n'est valable que jusqu'au 31 mars 2023. Les contrats doivent donc être impérativement signés avant cette date si la Suisse ne veut pas avoir à renégocier les conditions d'achat. Faisant face à une situation tendue, la ministre de la Défense suisse a donc annoncé qu'elle officialiserait la commande de F-35 dès que l'Assemblée fédérale lui en aura donné l'autorisation. La votation n'ayant pas d'effet rétroactif, elle couperait ainsi l'herbe sous le pied aux opposants du chasseur américain. Quelques jours après avoir écrit ces lignes, le département fédéral de la Défense suisse a déclaré que l'organisation d'une votation populaire avant mars 2023 ne serait pas réalisable et qu'un retard dans l'acquisition du F-35A aurait de graves conséquences sur la sécurité de la Suisse. Donc à moins d'un énorme retournement de situation, la Suisse devrait bel et bien acquérir le F-35. Un autre pays qui se rapproche de plus en plus de l'avion de Lockheed Martin, c'est l'Espagne, où d'après le quotidien espagnol El País, l'état-major de l'armée de l'air s'est une nouvelle fois prononcé en faveur du F-35A afin de remplacer ses FA-18 Hornet. Si cette commande venait à avoir lieu, cela mettrait un dernier clou dans le cercueil du programme SCAF et permettrait peut-être enfin de faire ouvrir les yeux à ceux qui croient encore au mirage de la coopération industrielle inter-États. Continuons avec le porte-avions de nouvelle génération français. En effet, le Pentagone a notifié à General Atomics une commande de 8,8 millions de dollars pour débuter l'étude d'adaptation de leurs catapultes électromagnétiques et leur système d'arrêt avancé au porte-avions français. L'avis, publié par le département de la défense américaine, indique que la commande comporte 2 ou 3 moteurs linéaires à induction électromagnétique, 2 groupes de stockage d'énergie pour le catapultage des avions, ainsi que des systèmes d'arrêt à 3 brins, plus 6 absorbeurs d'énergie. Les travaux devraient être finis en juin de l'année prochaine. D'après le fabricant, les avantages par rapport à des catapultes à vapeur sont nombreuses. Elles permettraient de faire décoller des avions plus lourds tout en étant moins stressants pour la structure des aéronefs. Elles ne consomment pas d'eau, donc pas besoin de dessaler de grandes quantités d'eau comme actuellement, et le coût de maintenance serait inférieur. Il est à noter que bien qu'installée depuis maintenant 5 ans sur l'USS Gerald Ford, la marine américaine se plaignait encore en début d'année 2021 d'un manque de fiabilité du système. Pour un prix final d'environ 1,3 milliard de dollars, espérons que les défauts de jeunesse sont maintenant résolus et les résultats effectivement au rendez-vous. Finissons cette vidéo en Ukraine où Kiev a annoncé avoir lancé une grande contre-offensive dans le sud du pays ce lundi 29 août. Cela fait maintenant plus de 2 mois que l'Ukraine évoque la planification d'une contre-offensive dans la région du sud occupée par l'armée russe. Le porte-parole du commandement militaire ukrainien a ainsi déclaré que les récentes frappes ukrainiennes sur les axes logistiques reliant le sud de l'Ukraine à la Russie avaient incontestablement affaibli l'ennemi, ajoutant que plus de 10 dépôts de munitions russes avaient été touchés au cours de la semaine passée. Plusieurs frappes ont en effet détruit ces derniers jours plusieurs grands ponts ferroviaires et routiers, notamment sur le fleuve Dniepr. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir repoussé des tentatives d'offensive ukrainienne dans les régions de Kherson et de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, tout en assurant avoir infligé de lourdes pertes aux forces de Kiev. Le ministère russe de la Défense a déclaré que la tentative d'opération offensive de l'ennemi avait lamentablement échoué. Voilà, ce 4e épisode est maintenant terminé, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Actu du Front.